je reçois des messages qui prétendent qu'il y a autre chose derrière tout ça. La crise du Covid-19, qu'elle soit exagérée ou non, servirait surtout à masquer une crise beaucoup plus grave, plus systémique. Pour me faire une opinion, j'ai rencontré Georges Hugeux, un fin connaisseur de la finance internationale. Pendant 20 ans numéro 2 de la Bourse de New York, Hugeux est aujourd'hui professeur à la Columbia Law School. Bonjour. En 2018, j'ai annoncé un tsunami en 2020, simplement sur le plan de l'affaiblissement de la situation financière. Le coronavirus a été un révélateur de beaucoup de choses, et notamment du fait que nous avions complètement désinvesti en termes de lits d'hôpitaux, en termes de laboratoires, en termes d'infrastructures. Nous avons des États qui ont agi de manière irresponsable. Et depuis la crise de 2010, l'endettement des États a profondément augmenté. Mais on vient de remettre autant d'argent en 6 mois que ce que l'on avait mis pendant les 10 années précédentes. Mais comme nous avons commencé l'année 2020 dans une situation de fragilité de l'endettement, la situation avec laquelle nous terminons 2020 est très proche de catastrophique. Ce qui veut dire que la récession pourrait être plus profonde que ce qui est annoncé. Les défenseurs de l'ultralibéralisme vont-ils mettre la faillite du système sur le dos du Covid ? J'entends déjà les gouvernements se dédouaner de toute responsabilité en faisant du virus le bouc émissaire. On a décidé ce qu'il faut décider. J'entends déjà les médias entretenir la même confusion. Le choc économique causé par le Covid-19. Les sites officiels et les médias parlent du coût économique du coronavirus. C'est une erreur. C'est le confinement qui a coûté des milliards. Et le confinement est une décision politique. Étant entendu que nous ne sommes pas responsables du fait que nous avons organisé un confinement, étant entendu qu'on a tenu un langage qui a créé la peur dans la population, mais bien entendu, de ça, les gouvernements ne sont pas coupables. Et le fait qu'ils aient littéralement détruit l'économie n'est pas de leur responsabilité, ils n'ont fait que suivre les médecins. Ça, c'est une démission politique. Pour que ça marche, il y a un élément capital, c'est que la population puisse faire confiance à ses dirigeants. Qu'est-ce que vous avez pensé du rôle des médias dans cette crise ? Depuis au moins 10 ans, les médias se sont transformés d'informateurs à chercheurs de sensationnels. Une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'entre le pouvoir politique et les médias, c'est plutôt le pouvoir politique qui suit les médias que les médias qui suivent le pouvoir politique. Et donc la dramatisation qui a été faite par les médias a forcé les États à devenir dramatisants et à prendre des mesures exceptionnelles. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le lundi 15 février 2021. Alors aujourd'hui, je viens avec un message pas spécialement agréable. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut voir la réalité en face. Et je veux venir avec des informations précises. On a déjà beaucoup parlé des grandes lignes, des grandes tendances démographiques, économiques, etc. Maintenant, il est temps d'être précis, clair. Pas besoin non plus d'anathèmes ou de critiques du genre conspirationnisme, prévisionnisme, prophétie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de voir la réalité des chiffres, des graphiques, des tendances historiques, des tendances lourdes. Et je vais essayer de vous expliquer ça au mieux pour, entre guillemets, vous convaincre. J'ai rien à gagner à vous convaincre. Mais j'aimerais qu'on comprenne que je ne jette pas des paroles en l'air sur base de rien. Alors, ce que je voudrais d'abord que vous compreniez, c'est qu'il y a une logique derrière tout ce qui se passe. Une logique implacable, une logique historique.
et qu'on n'est pas dans le hasard, les manipulations à court terme, etc., etc. Si vous rajoutez 65 ans à 1945, vous obtenez l'année 2010. C'est important parce que 1945, c'est le début de la génération qu'on appelle des baby boomers. Donc c'est la sortie de la guerre, où les gens ont recommencé à faire des enfants, ont recommencé à avoir de l'espoir dans un renouveau, après une guerre terrible qui a duré 5 ans, la Deuxième Guerre mondiale. Ça signifie que les premiers enfants de l'après-guerre sont arrivés à l'âge de la retraite en 2010. Et 2010, c'est important parce que ça coïncide à quelques mois près, hein, on ne va pas chipoter. Ça correspond à la grave crise que nous avons connue en 2008-2009. Donc, vous savez que les marchés boursiers sont des marchés qui anticipent la réalité de 2-3 ans. C'est ça la raison d'être de la bourse, c'est d'anticiper des tendances. Pas au moment où elles se concrétisent, mais à l'avance. Et donc, le crash de 2008-2009 était en fait le signal, pour ceux qui l'ont compris, d'un changement générationnel. Et normalement, nous aurions dû avoir un immense crash beaucoup plus important, avec des milliers de faillites, une crise qui aurait duré 2, 3, 4, 5 ans, avec un bouleversement de toute une série de choses, parce que c'était le signal annonciateur d'un changement d'époque. Ça ne s'est pas produit parce que nos décideurs ont décidé, c'est logique, qu'ils ne voulaient pas d'une crise, ils ne voulaient pas d'un crash, et donc ils ont commencé à injecter des liquidités dans le marché, ce qui a faussé tous les marchés, puisque depuis 2010, si vous regardez un graphique, nous avons eu une explosion généralisée des marchés d'actions qui continue jusqu'à aujourd'hui, 11 ans plus tard. Le problème, c'est que en ayant refusé cette crise, on se retrouve aujourd'hui, avec le Covid en plus, et tout ce que ça a amené comme liquidité supplémentaire dans le marché, face à un monstre de surévaluation généralisée, avec des différences que je vais expliquer par après, mais en gros généralisées. Et donc, il est vraisemblable que dans les mois à venir, on va faire face à une crise jamais vue, jamais imaginée, surtout pour les plus jeunes, qui vivent un peu dans un Alice au pays des merveilles, quoi. Tout va bien, Spotify, Netflix, Facebook, Uber, Tesla, la technologie, le Bitcoin, enfin bon, tout est rose, tout est beau, tout progresse, tout avance, tout se modernise. Mais voilà le scénario que moi je privilégie. Et je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un voyant, mais voilà le scénario qui me semble plus logique, qui va se dérouler. Et c'est important d'être attentif, parce que, bien entendu, il est possible que je me trompe, mais si j'ai raison, j'ai raison, c'est un grand mot, parce que je fais référence quand même aux travaux de gens très compétents, Mark Faber, Henry Dent, Charles Dipper, Loïc Abadie, enfin plein de gens, hein, je ne vais pas tous les citer, des gens très compétents qui ont fait des recherches très profondes, qui ont analysé des graphiques sur 100 ans dans tous les sens, et qui arrivent tous à la même conclusion. Nous sommes aux portes d'une gigantesque crise
qui va avoir un effet d'un tsunami sur la société. Et quand on intègre cette idée, on comprend peut-être mieux pourquoi cette crise du Covid a été surdramatisée, surmédiatisée, surjouée, parce que tout simplement, il faut fournir au peuple une explication, un alibi. Et c'est sûr et certain que le virus du Covid va être tenu pour responsable de l'énorme crise qui se présente à nous, ce qui permettra de ne pas dire les responsables, en fait c'est nous qui avons injecté des milliards et des milliards à tort et à travers pour sauver des entreprises qui ne devaient pas être sauvées, qui devaient tomber en faillite, etc., pour qu'il y ait un renouveau, un nouveau cycle, etc. Et donc on va désigner le Covid comme étant la source du problème en disant ben, on a été obligé, si on ne faisait pas ça, ben, tout allait exploser, il y aurait eu des millions de chômeurs, des millions de faillites, et on n'a pas eu d'autre choix que de faire ce qu'on a fait. Ça sera le parfait alibi pour justifier le drame qui va, selon moi, se passer. Alors, plein de gens vont venir avec des questions précises. Et l'or, et l'argent, et le bitcoin, et le pétrole, et les technologies, etc., etc. Alors, scénario le plus probable, toujours selon moi, c'est que quand cette crise va se matérialiser, on ait un crash généralisé. Ça veut dire que tout, absolument tout, va s'effondrer. L'or, l'argent, le bitcoin, tout. Ça, c'est inévitable parce que c'est un phénomène de domino. Vous comprenez des fonds de pension qui perdent beaucoup d'argent sur des actions vont devoir vendre leur or, vendre leur bitcoin pour rembourser leurs dettes de leurs pertes. Et donc, il faut tout vendre, en fait. Il faut vendre parce qu'il faut sauver les meubles. Et ça veut dire que dans un premier temps, tout va s'effondrer. Voilà pourquoi quand on me dit est-ce que je dois acheter de l'or, est-ce que je dois acheter de l'argent, est-ce que je dois acheter du bitcoin, pour le moment, il ne faut rien acheter du tout. Parce que le compte à rebours est lancé. Il peut durer encore 3 mois, 6 mois, mais pas beaucoup plus. Pour toute une série de raisons qui seraient trop longues à vous expliquer et trop techniques. Mais, ce qui est important, comme dans toute crise, c'est que c'est aussi un moment où des positions économiques familiales importantes vont vont prendre une tournure décisive. Parce que qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, j'essaie de ne pas être technique, mais je suis obligé d'être un minimum technique. Dans un premier temps, quand cette crise va commencer, l'humain averti devra prendre des positions à la baisse sur les marchés pour en tirer profit. Je sais que c'est sarcastique, je sais que c'est un peu cruel, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Des fortunes vont se baser sur les personnes qui auraient eu le courage d'être pessimistes dans l'optimisme. Pour le moment, on nage dans l'optimisme. Tesla, $800 l'action, Bitcoin, 47 000, tout explose et on dit c'est rien, le Bitcoin va aller à 200 000, c'est que le début, etc. Donc on est dans le grand orgasme vulgaire et mal dégrossi. Et c'est là où la personne qui comprend ce qui se passe va pouvoir sauver sa peau durablement s'il agit intelligemment. Agir intelligemment, ça veut dire que quand cette crise va s'entamer, quand le processus de retracement va s'entamer, il faudra, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui sont capables
de le faire, il faudra prendre des positions qu'on appelle short en anglais, c'est-à-dire à la vente sur les marchés pour profiter de la baisse. Et quand cette baisse va s'arrêter, parce que vous savez, un crash, c'est rapide. C'est-à-dire, un crash, comment ça fonctionne? Une montée qui s'est bâtie en 6 mois, 12 mois, elle est effacée en 1 mois. C'est-à-dire, si vous avez je sais pas, un indice, on va prendre le Nasdaq, hein, l'indice des valeurs technologiques américaines, si on est passé de 7 000 à 15 000, par exemple, hein, je donne des chiffres comme ça, qu'on a doublé en 1 an, on peut retracer de 50% en 1 mois, en 4 semaines. Tout à fait possible. Donc en fait, il faut agir très rapidement. Ça veut dire que pendant 4 semaines, tout va s'effondrer. On va avoir, par exemple, je donne des chiffres très grossiers, mais pour vous donner une idée, on peut avoir l'or qui passe de 1 800 $ la once à 1 000. On peut avoir l'argent qui passe de 27 à 10. On peut avoir le Bitcoin qui passe de... Il peut encore monter, hein, il peut monter à 50, 60, 70 000. Mais il peut redescendre à 3 4 000. Vous voyez, là, 95% de baisse en 1 mois. Alors, une fois que tout sera ravagé, que tout sera décimé, c'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir se positionner sur l'avenir. Et dans cette configuration-là, qu'est-ce qui, selon moi, va être les moteurs du renouveau d'un nouveau système, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on n'approuve pas, c'est pas le débat. Ici, on regarde tout sans émotion, sans jugement, juste les faits. Et qu'est-ce qui va reprendre à ce moment-là? Selon moi, le pétrole, l'or et l'argent et le bitcoin. Parce qu'évidemment, ce qui est occupé à se passer, c'est que, comme dans tous les moments de pré-crash, il y a des excès. On est dans la période d'excès maintenant. Et vous savez, si vous mangez trop, ou vous buvez trop d'alcool, etc., qu'est-ce qui s'ensuit? Vous allez vomir, vous allez avoir une indigestion, vous allez être malade toute la nuit, vous allez avoir la gueule de bois, et puis vous vous reprenez. Et donc, toute phase de renouveau, toute phase de renaissance passe par une destruction. Et donc, comme apparemment la volonté est d'aller vers un nouveau système, le grand reset, comme ils disent, ça passe par d'abord tout détruire. Détruire l'optimisme, détruire l'espoir. Il n'y aura pas de porte de sortie. Ni l'immobilier, ni l'or, ni l'argent, ni le bitcoin, rien. Tout va être dynamité. Et après, sur les décombres, vont émerger les secteurs d'avenir. C'est-à-dire certaines valeurs technologiques, l'or, l'argent, le pétrole et le bitcoin. Bitcoin est apparenté, bon, ça, on ne va pas entrer dans les détails. En gros, le monde des crypto-monnaies et de la blockchain, après, voilà, il y aura des gagnants, des perdants. Si vous voulez, on rentre dans une période, pour ceux qui ont connu, pas les plus jeunes, on rentre dans la période post-Internet. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'étaient pas là? Moi, j'étais là, j'étais déjà à regarder les marchés. Dans les années 99-2000, il y a eu des centaines d'entreprises actives dans l'Internet et tout ce qui tourne autour. Ça valait, une compagnie qui gagnait pas 1 franc valait 2, 3, 4 milliards de dollars. Et puis, il y a eu le crash. 90% des entreprises ont disparu, ont été rachetées et a survécu Google, Amazon, je sais pas, tous les autres, hein, eBay, etc., etc. Il en est resté comme ça 20, 30, 40 qui ont absorbé toute l'énergie des centaines de milliers d'autres entreprises qui ont disparu, soit en faillite, soit rachetées. Et c'est vers ça qu'on va en fait. C'est-à-dire que toutes les entreprises boiteuses en fin de cycle qui ne sont pas dans la tendance future ou qui sont des scams, donc
des escroqueries dans le monde des crypto-monnaies, il y en a plein, vont être détruites, démolies, et tout va se concentrer sur, par exemple, si on parle des crypto-monnaies, sur 4, 5, 6 acteurs qui vont absorber toute l'énergie et devenir les leaders. Comme par exemple Amazon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amazon? Amazon, avant le crash, était à plus de 100 $ l'action. Elle est tombée à 6 $. Imaginez-vous la chute, hein, de 120, 130 à 6. Pour aujourd'hui être à, je ne sais plus, hein, je ne suis pas cette action, mais elle vaut 2 000 à 3 000 $ l'action, je crois. Bon, vous voyez le mouvement. C'est-à-dire, les survivants du crash vont devenir tout puissants. Et donc, il y a toute une volonté de gens qui décident, qui est de profiter peut-être, je ne vais pas dire provoquer, mais de profiter de cette situation de virus, etc., pour préparer une crise, pour détruire tous les faibles, et qu'après, que tous les forts absorbent cette énergie. Et donc, c'est important pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui n'en ont pas, il faut survivre, point. Pas de débat. Pour ceux qui ont de l'argent maintenant, c'est important d'être dans le bon timing. C'est-à-dire, parier à la baisse sur les marchés, et quand tout est détruit, or, argent, pétrole, bitcoin. C'est vers ça qu'on va. Et aussi, parce que toute crise de cette amplitude, de cette gravité, a des conséquences directes et indirectes. Il y aura des milliers de faillites, il y aura des suicides, il y aura des révoltes, il y aura des émeutes, il y aura des pays avec des guerres civiles, des riches qui vont être pillés, attaqués, etc. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, que ceux qui ont des moyens, des gros moyens, ni vous ni moi, quand ils vont voir tout ça, ils vont sauter dans un avion et ils vont regarder le spectacle de loin. Depuis le Riyad à Marrakech, depuis les îles Caïmans, Saint-Barthélemy, etc. Ils vont sortir, ils vont s'éloigner des grandes villes, des grandes mégapoles, des grandes cités qui deviendront des centres de désordre et de règlement de compte. Et donc, à notre niveau, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me répète parce que je connais les critiques. Je parle d'un point de vue pragmatique. Je ne parle pas d'un point de vue sentimental, religieux, spirituel. C'est un autre débat qui n'a pas lieu dans ce que je raconte ici. Tout le monde sait que plus on est spirituel et moins on est matérialiste, moins on souffre. Plus on est isolé, loin des villes et des hautes concentrations de gens, moins on aura les conséquences de tout ça. Donc, c'est des sujets dans le sujet. Mais je parle dans les grandes lignes des grandes tendances sociétales. À notre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se prendre son courage à deux mains, c'est l'expression, et devenir le plus indépendant possible. C'est pour ça que, comment dirais-je, les gens qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est valorisant ou c'est gratifiant d'être quelqu'un de traditionnel et d'être politiquement correct. J'ai un travail, je gagne honnêtement ma vie, etc., etc. En fait, tout ça est totalement faux. Parce que aujourd'hui, donner 10 heures de son temps tous les jours pour gagner 1 500 € par mois, pendant que des gens font des millions sur le Bitcoin, sur Tesla, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter, c'est une forme de stupidité. C'est une forme d'esclavagisme consenti. Je ne peux pas le dire autrement. On va me dire tu es un anarchiste. Non, je vois les chiffres, je suis pragmatique.
C'est simple. C'est- Rappelez-vous, il y a 2-3 audios, je vous ai parlé de Gran Tierra Energy. Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'était publié à 3-4 audios en arrière. Ben, c'est une société qui devait tomber en faillite, qui était à 20 cents l'action. Et comme le pétrole remonte et tout, on est déjà à 1 $, donc fois 4, fois 5. Et c'est que le début. Donc en fait, vous avez des gens ça paraît fou, mais en Amérique c'est banal, qui ont acheté 20 000, 30 000, 40 000 actions à 20 cents. Ça fait quoi 40 000 à 20 cents, ça fait 8 000 $. Et ces gens, quand cette action va être à 3-4 $, ils vont se retrouver avec une maison. Pendant que vous êtes là à donner 10 heures de votre temps pour gagner 1500 euros, 1500 euros. Et puis quand on n'a plus besoin de vous, on vous vire et on vous envoie à Pôle emploi. Et vous finissez comme ce pauvre monsieur j'ai vu dans les faits divers il y a quelques jours, qui est un ingénieur qui a donné toute sa vie à une boîte, qui est devenu fou. Il a tué des gens à Pôle emploi, les gens des ressources humaines, son travail. Parce que, évidemment, pour les gens qui y croient, qui se dévouent, qui se sacrifient pour leur travail, c'est une blessure inacceptable. J'ai donné 30 ans de ma vie à une société, j'ai accepté plein de choses, et au final, on me chasse comme un malpropre. Pour les gens, c'est un choc émotionnel immense de perdre le travail quand ils en font un espèce comment dirais-je, de culte. Il y a des gens pour qui le travail est une sorte de religion. Si tu ne travailles pas, tu es un monstre, tu es un parasite, tu es un type méprisable. Et ils ne comprennent en fait pas que cette fierté mal placée fait d'eux des fournisseurs de main-d'œuvre et de temps à un système qui se nourrit d'eux pour lui vraiment s'enrichir et rapidement. Enfin bref, c'est un autre débat, mais en gros, voilà ce que je veux dire là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les gens avertis, les gens lucides, les gens qui veulent un minimum s'impliquer et comprendre au lieu de dire je comprends rien, c'est trop compliqué. Quand vous aurez faim, quand vous aurez peur pour vos enfants, vous allez toquer à toutes les portes. Ah, de Breda, je fais quoi? Et j'ai 10 000 euros, mais tout monte de prix. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois acheter quoi? C'est trop tard, ça c'est fini. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus rien conseiller. Voilà. Dans la vie, il faut se préparer, il ne faut pas attendre que le tsunami arrive sur la plage pour commencer à rassembler ses essuies et appeler ses enfants à revenir de la mer. C'est trop tard, tout le monde meurt. Ça sert à rien de téléphoner à la cousine, à la tante, au copain. Il ne peut rien faire pour vous. Donc, il faut anticiper. Et il faut anticiper en étant pragmatique. On sait, tout le monde sait, que par exemple, le marché technologique américain, le Nasdaq, est outrageusement surévalué. Nous sommes dans des prix délirants. C'est pas cher, c'est délirant. Et donc, ce marché va être le plus durement touché quand ça va cracher, parce qu'il est tellement surévalué. Donc, c'est investir à la baisse sur ces marchés artificiellement gonflés. Et dans un deuxième temps, avec cet argent gagné à la baisse, investir dans terrain, maison, or, argent, pétrole et Bitcoin. Pourquoi je dis Bitcoin? Parce que d'une façon ou d'une autre, on veut nous amener. Vous savez, les États, ils ne sont pas idiots. Hein. Faut pas non plus les prendre pour plus cons qu'ils ne le sont. Le Bitcoin, tout le monde en parle depuis 2016-2017. Tout le monde voit ce qui se passe. Je vous rappelle que début 2010, le fameux 2010, là, le changement générationnel, comme par hasard, c'est à ce moment-là que le Bitcoin est apparu. Tiens, en 2010, le fameux 65 ans de la génération baby boom de 1945. Ben, Bitcoin, c'était 50 $, 100 $ à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est 47 000. Faites le calcul.
Donc, très clairement, tout ceci n'est pas passé sous les yeux des États. Ils voient tout ça se passer. Des fortunes sont occupées à se bâtir. Parce que tout le monde dit on va interdire, mais on voit 5 000, puis on voit 10 000, puis on voit 15 000, puis on voit 20 000, on est près de 50 000, c'est toujours là. Donc il y a un désir, il y a une complicité étatique. Voilà pourquoi je pense que derrière le Bitcoin, il y a, je ne sais pas, la CIA, il y a un gros morceau derrière le Bitcoin qui veut imposer ça comme monnaie d'échange virtualisée. Et beaucoup de gens qui sont dans le Bitcoin pensent être anti-système, anarchistes, mais en fait, ils sont à l'avant-garde du futur système dictatorial économique numérique qui va s'apparenter au Bitcoin, où on pourra retracer tous vos achats, on saura exactement ce à quoi vous dépensez votre argent, quels sont vos goûts, quels sont vos centres d'intérêt, etc., etc., parce qu'on peut tout retracer. Le Bitcoin n'est absolument pas anonyme, contrairement au Monero, qui lui, sans doute, sera pourchassé et criminalisé. Le Bitcoin n'a rien d'un investissement anarchiste. Bon. Et donc, très clairement, s'il y a ce désir de dynamiter l'économie, c'est parce qu'on veut remplacer ça par autre chose. Et ce remplacement, apparemment, ça sera le Bitcoin. Ça signifie que si ils écroulent tout, Bitcoin avec, évidemment, ça sera sans doute le moment d'en acheter à ce moment-là. Mais évidemment, comme d'habitude, la plupart d'entre nous, je connais la nature humaine, on va subir la chute et on va subir l'envolée. Parce que c'est comme ça. Moi, la plupart des gens que je connaisse, ils ne sont pas du tout intéressés. L'or, l'argent, le pétrole, parier à la baisse sur les marchés, le bitcoin, tout ça c'est poubelle. Et tout ce qu'ils font, c'est vendre des parfums sur le net, avoir un petit boulot à 1400 balles par mois, passer toute leur journée en dehors de leur maison pour ramener ça tous les mois, etc. Et ils subissent. Ils subissent les loyers, ils subissent les licenciements, ils subissent les chutes boursières et les remontées boursières. Euh, euh, Moi, quand il y avait Tesla à 50 dollars, on m'a dit c'est des fous. À 100 dollars, on m'a dit c'est des fous. À 200 dollars, on m'a dit c'est des fous. Et aujourd'hui, on a Tesla à 800 dollars. Bon. Donc, il y a des gens, en fait, qui sont désinformés et qui, même s'ils sont informés, ne désirent pas s'impliquer. Et ces gens-là, malheureusement, en pensant bien faire, ils sont en fait la souris dans les griffes du chat. C'est-à-dire, ton boulot, t'es licencié, ton argent est dévalué de 50%, tout ton argent cash que tu as chez toi, parce que tu fais des blagues sur le marché, tu ne peux plus l'utiliser, il n'y a plus que de la monnaie électronique, ils vont subir. Subir tout. Le changement, les chutes, les remontées, le Bitcoin, le machin, le Tesla, ils vont subir. Et puis, ils vont pleurer. Ah, si j'avais su. Ah, pourquoi j'ai écouté tel gars qui m'a dit ceci. Ils subissent. Ils subissent parce qu'ils ne comprennent pas. J'ai toujours pensé, dans la vie, et c'est pour ça que je suis avide d'informations, avide d'apprendre, avide de comprendre. Dans la vie, l'ignorance, le manque de culture générale, le déni, le refus de la réalité cause la destruction de certaines familles. Parce que les gens, et j'espère que vous ne serez pas comme ça, pour vous surtout, pas pour moi, les gens sont... Comment expliquer? Les gens n'aiment pas se fatiguer l'esprit. Les gens n'aiment pas entendre certaines vérités. Par exemple, récemment, moi je n'ai aucune crypto-monnaie, hein, pour être franc avec vous. Voilà, parce que j'ai pas assez de moyens, je n'ai pas, comment je vais dire, je vois pas clair dans ce marché-là. Mais ce que je réponds aux gens qui me disent
ouais, mais le Bitcoin, c'est de la spéculation, l'or, ça doit être interdit religieusement, etc. C'est pas net. Ils comprennent pas, en fait, que les euros et les dollars qu'on leur donne en échange de 10 heures par jour de leur temps, de leur vie, ça, c'est le sommet de l'escroquerie. C'est le sommet de l'interdiction, normalement, même religieuse. Tu donnes 10 heures de ton temps à un employeur qui s'enrichit par millions à cause de toi et de tous tes collègues, et qui va te jeter dehors comme un malpropre à la première chute boursière de ses actions, sans état d'âme, et te donne tous les mois des euros et des dollars qui, concrètement, ont une valeur complètement abstraite, parce qu'elle n'est basée sur rien. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça. Nos euros et nos dollars ne sont basés sur rien. La preuve. La preuve. Si vous allez à Sotheby's ou à Christie's, des salles de vente d'objets d'art, et que vous voulez acheter un Van Gogh, un Renoir, un Monet, un Modigliani, etc., on va vous demander 25, 30 millions d'euros, donc un argent que vous n'allez jamais gagner, même si vous vivez 10 vies, pour acheter une toile avec de la couleur dessus et un cadre. Si vous allez à une vente de voitures de collection, on va vous demander 5, 6, 7, 8, 10 millions d'euros pour un tas de ferraille rouge, Ferrari, parce qu'elle a été construite qu'à 100 exemplaires, etc. Donc, vous comprenez, cet argent qu'on vous donne tous les mois, vous pensez que ça a de la valeur parce que ça vous permet de payer un loyer et manger. Mais c'est permis parce que c'est régulé. Quand les producteurs, enfin, je ne vais pas me lancer dans des grandes explications, mais je dois quand même vous expliquer ça. Tant pis pour ceux qui décrochent, mais ceux qui s'intéressent, c'est important. Quand les producteurs de lait, de beurre, de pêche, je ne sais pas quoi, produisent trop, vous savez ce qu'ils font? Ils louent des grands containers qu'ils mettent dans des bateaux et ils vont tout jeter en pleine mer. Et les poissons mangent tout, etc. Parce que si tu surproduis, les prix baissent. Et c'est la même raison pour laquelle les magasins, les grandes surfaces, préfèrent jeter les invendus, les objets, les aliments périmés ou bientôt périmés, plutôt que de les donner ou de les vendre à 90% moins cher ou 80% moins cher, parce que ça casserait les prix. Donc en fait, tout ce que vous voyez autour de vous, vos loyers, votre salaire, vos courses, votre caddie, quoi, c'est tout des valeurs artificielles. C'est pas... tout est fluctuant, tout est variable et ajustable. Mais là où vous voyez la réalité, c'est face aux objets qui sont limités. Les objets d'art, les voitures de collection, le Bitcoin, il n'y en aura que 21 millions de Bitcoin. Là, qu'est-ce qu'on remarque? L'argent ne vaut plus rien. Puisqu'on vous dit, un Van Gogh, moi je ne connais pas les prix, je devrais aller vérifier, mais j'ai déjà entendu. Un Van Gogh, c'est 30 millions d'euros. Ah, j'ai revendu le Van Gogh que j'ai acheté 30 millions d'euros l'année passée, je l'ai revendu 45 millions au Japon. Ah, la même toile, la même peinture, 15 millions d'euros en plus. Ça prouve quoi tout ça? Ou le Bitcoin, je viens de vous dire. 100 $ début 2010, 47 000 aujourd'hui. Ça, ça signifie quoi, ce que je viens de vous dire? Que l'argent papier, que vous pensez être honnête, bien,
louable, halal, comme disent les musulmans, c'est la seule chose honnête, et que tout le reste, c'est de la spéculation et c'est mauvais. La bourse, c'est mauvais, l'or, c'est mauvais, l'argent, c'est mauvais, le bitcoin, c'est mauvais. Mais mon salaire en euros, ça, c'est bien. Ça, c'est honnête. Et ça, c'est l'ignorance, vous voyez. Ne pas comprendre le fonctionnement économique des choses. Et le système se nourrit de l'ignorance. Parce que sans cette masse ignorante, on ne peut pas faire fonctionner la machine. La machine fonctionne parce qu'il y a une masse qui accepte les règles du jeu. On te donne de l'argent fantôme qui vaut chaque jour un peu moins. Tu me donnes 10 heures de ton temps pour faire tourner mes activités. Et quand ça va mal, je te vire. Et quand ça va mal, je me dévalue ma monnaie et tout coûte 3 fois plus cher. Et les gens sont là, comme en Argentine, au Zimbabwe, au Venezuela. Ils vont devant leur banque, ils tapent. Je veux aller à mon coffre, je veux mes économies. Ah, désolé, madame, c'est fini. Ça ne vaut plus que 10% d'avant. Et toi, t'es là. Tu vas attaquer qui? Tu vas faire quoi? Mettre des bombes? Égorger des gens? Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que je dis, quand je parle de tous les sujets, économiques, religion, machin, subir dans l'ignorance, ça mène à l'émotivité. Et l'émotivité, ça mène à l'extrémisme. Tous les mouvements extrémistes dans le monde, communistes, extrême droite, islamistes, etc., prennent toujours leurs racines d'une frustration, d'une situation subie qui a donné naissance à un désir de violence. Violence grave et aveugle à la mesure de la frustration. Depuis 50 ans, la Palestine subit l'occupation, les injustices, les arrestations, les massacres, les déportations, etc. Ça se termine avec des gens qui mettent des gilets, qui se font exploser dans une pizzeria. Personne ne veut mourir. Personne ne veut tuer des innocents. Les gens font ça parce qu'ils subissent. Et quand on subit, on devient un fou furieux à la fin. D'où le fait qu'il faut anticiper pour pas devenir comme ça. Vous croyez que vos enfants ou votre femme, elles ont besoin d'être veuves, orphelins ou ne pas avoir d'aide parce que vous avez pété les plombs? Ah, ça faisait 10 ans que je travaillais à la RATP, j'ai renoncé à plein de trucs et voilà qu'ils me virent. Ah, je m'en fous, je prends une arme, je vais tous les flinguer. Voilà. Vous voulez ça? Être dégoûté de la vie et faire des bêtises? Non. Il vaut mieux anticiper calmement, pragmatiquement et prendre des mesures pour sauver sa peau. Sa peau et celle de sa famille. Parce que votre famille, elle a besoin de vous. Elle n'a pas besoin d'un fou, elle n'a pas besoin d'un hystérique, elle n'a pas besoin d'un type qui veut tuer tout le monde. Elle a besoin de quelqu'un qui est sain de corps et d'esprit et qui prend les bonnes décisions au bon moment. C'est ça la réalité. Et vous allez toujours trouver des gens ignorants, pour vous dire, tu peux pas, c'est pas bien, c'est interdit, non, non, non. Mais quand ça va mal finir pour vous, où seront ces donneurs de leçons? Où seront ces gens qui jettent des fatwas à la légère, à gauche, à droite? Ils vont venir vous aider? Ils vont venir vous loger? Ils vont prendre en charge vos femmes et vos enfants? Certainement pas. Certainement pas. C'est pour ça que je dis, voyez la réalité en face. Le système, il est ce qu'il est. On vit dans ce système. On ne l'a pas choisi. Et il y a eu des époques bien pires, avec plus d'inégalités, plus d'injustice, des prisons sordides, on était jetés dans des donjons, on était emmurés vivants, on était torturés avec la garrotte. Allez voir c'est quoi la garrotte en Angleterre. Il ne faut pas croire que notre époque, c'est la plus terrible, et la dictature, et la tyrannie. Non. Mais il faut connaître les règles du jeu.
Si tu ne connais pas les règles du jeu et tu n'en tiens pas compte, tu es une victime. Et tu vas non seulement couler, mais couler avec tous les gens autour de toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas péter les plombs, tu vas être déprimé, tu vas fumer du shit, tu vas devenir violent, tu vas abandonner ta famille, et Dieu sait quoi. Donc, n'attendez pas que le tsunami soit sur la plage pour rassembler vos essuies et rappeler vos enfants hors de l'eau. Parce qu'on vous a dit, mais non, c'est des complots, mais non, c'est un alarmiste, c'est un alarmiste. Arrête. Ces gens-là, quand ça tourne mal, ils sont plus là, ils sont loin, ils vous connaissent même plus. Et si vous leur téléphonez, oui, ben, que Dieu t'assiste, hein, bonne chance. S'en lave les mains. Donc, c'est à vous, les bergers de vos familles, de prendre les bonnes décisions. Et donc, où est-ce que je veux en venir? Les bonnes décisions, il n'y a pas de bonnes décisions, parce que on va tous souffrir. D'une façon ou d'une autre, on va tous souffrir. Mais il y a ce qu'on appelle le moindre mal. Alors, aujourd'hui, enfin, de nos jours plutôt, comme je vous l'ai dit dans je ne sais plus quel audio, j'oublie, hein, malheureusement, parce qu'on peut déplorer, hein, on peut dire j'aime pas ça, je suis pas à l'aise, moralement ça me perturbe, etc. Je comprends. Mais aujourd'hui, l'argent se fait et se défait sur les marchés boursiers. Nulle part ailleurs. Regardez les pauvres gens naïfs, illustration de ce que je viens d'expliquer, qui ont mis 100 000 € avec un crédit à la banque pour acheter un restaurant avec une terrasse face à la mer, à Toulon, à Marseille. Ils sont endettés pour 20 ans, ils travaillent comme des fous. Et on leur dit, ah, il faut, le restaurant, c'est fermé, hein, confinement. Tu vas tomber en faillite? Ah, ben, pas de chance. Désolé. Et vous, vous êtes là, avec votre de bonne foi, honnête. J'ai fait une pizzeria à Montfermeil. J'ai des employés, j'ai des prêts. Qu'est-ce que je fais? Il faut pas faire tout ça. C'est fini tout ça. C'est terminé tout ça. Et si tu le fais, on va te massacrer. Loi sociale, hygiène, taxes, tac, boum, machin. Tu vas devenir fou, tu vas travailler 3-4 ans et à la fin, tu jettes l'éponge. C'est comme ça. Vouloir ou pas, c'est comme ça. Vouloir ou pas. Donc, il faut voir les règles du jeu qui sont devant nous. Ou alors dire, aller au bout de son truc et assumer. Moi, écoutez, je veux rien de tout ça. Allez, chérie, fais les valises. Nous partons dans le désert mauritanien. Nous boirons l'eau d'un puits et nous mangerons du riz à l'eau au milieu du désert et nous vivrons sous des tentes. Moi, je dis chapeau, je dis bravo, j'applaudis. Le problème, c'est que rares sont les gens qui font ça. M'excuse, hein. Et donc, pour ceux qui ne veulent pas faire ça, il faut se préparer. Il faut se préparer à la guerre économique pour survivre et sauver sa famille. Et pour ça, il faut avoir les bonnes armes. Si tu veux aller à la guerre contre des drones, des missiles à guidage laser, des robots tueurs, des tanks et des bombardiers avec un pistolet et une kalachnikov, malheureusement, tu as perdu la guerre à l'avance. Donc, il faut choisir tes armes. Les armes, c'est « Ah, vous voulez faire écrouler les marchés? Vous voulez tous nous ravager? Je vais prendre des positions à la baisse. Ah, vous voulez qu'on croie que le bitcoin, l'or et l'argent, c'était une mode et que ça ne se redressera pas? Quand ils seront à terre, je vais en acheter. Les terrains, les maisons, etc. » Mais si vous n'avez pas les bonnes armes, eh bien, écoutez, vous
Vous vous mettez sur une croix et vous attendez qu'on vous transperce le cœur, et puis c'est tout. À chacun de voir. Hein. J'accepte tout. Hein. Mauritanie, le désert, j'applaudis. Se mettre sur une croix, attendre d'être achevé, ben, c'est ton choix. Voilà. À chacun de voir. Moi, j'ai conscience, pas que moi, hein, que c'est la guerre. Et la guerre, c'est la guerre. Et il faut avoir les bonnes armes. Et les bonnes armes pour affronter la guerre qui arrive, c'est autonomie, indépendance, vivre loin des grandes villes, vivre dans un climat le moins dépendant possible des chauffages, tout ça, où on est du sel sur les routes, sinon on glisse, etc. Donc il faut vivre idéalement dans des campagnes, des pays chauds, où l'État est très peu présent et où on peut un petit peu faire sa vie, si on a une connexion Internet, un petit peu faire des trucs sur le net, etc. Il n'y a pas d'autre solution. Ou bien des trucs collectivistes. 10, 20, 30 familles se mettent ensemble, s'entraident. Quand madame est malade, c'est la voisine qui s'occupe des enfants. Quand il n'y a plus à manger, on partage avec son voisin. Ça, c'est génial. Mais il faut trouver les gens pour ça. Ça ne court pas les rues, vous le savez comme moi. Nous avons tous été biberonnés à l'individualisme, à l'égoïsme. Moi, et moi je veux, et moi ceci, et moi cela, et moi je supporte pas ci, ah moi ça je peux pas. On se maudit les uns les autres. T'es trucs, oh mais toi t'es ça, oh mais toi sale machin. Bon, et voilà. Donc moi, je vous fais un tableau pragmatique de la situation. Les données sont là. Après, à chacun de faire ses choix. Et je ne dis pas qu'il y a un choix meilleur qu'un autre. Je dis juste qu'il faut faire des choix. Parce que si tu restes les bras croisés, à attendre qu'on te vire dans ton boulot, dans ton HLM que tu arrives à payer à cause des APL qu'on va te couper, et que tu as une femme et des enfants, et que tu attends la guillotine pour commencer à te dire aïe aïe aïe, là, c'est impardonnable. Surtout si tu écoutes cet audio. Là, non. Non, ça c'est pas possible. Faut faire un choix. Faut faire quelque chose. Et quand je dis faire quelque chose, c'est surtout pas être désespéré et devenir un terroriste. Ça sert à rien. Au contraire, ça salit et on en ramasse tous les conséquences et il y a les lois islamophobes derrière, etc. Ça sert à rien. Si tu penses que acheter des actions, c'est plus grave que tuer des innocents avec une ceinture d'explosifs, à chacun de voir. Hein. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est à chacun son échelle de valeur et de gravité. Ça se discute. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Voilà. Enfin, bref. Voilà. 49 minutes. Très long. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup parmi vous qui sont encore là, mais bon. Si c'est le cas, tant mieux. Voilà. Je voulais vraiment vous expliquer la situation. Inutile de dire que ce genre d'audio... Je ne sais pas s'il va rester sur YouTube. En tout cas, ah oui, je devais normalement commencer par ça, mais j'ai été distrait. Je vais mettre sous cette vidéo, c'est très important, hein, attention. Je vais mettre sous cette vidéo des liens vers tous mes groupes Telegram, parce qu'il est vraisemblable qu'à terme, toutes les grandes sociétés, Facebook, Twitter, YouTube, censurent à outrance. J'ai déjà reçu un avertissement. J'ai été banni une semaine de YouTube pour des questions de vaccin, etc. Bon, j'ai supprimé toutes mes vidéos sur le vaccin. Voilà, moi, j'en parle plus. Hein. On ne peut plus en parler. À chacun de voir ce qu'il veut. Hein. Moi, tout est là. Hein. Après, si on veut voir ou si on est dans le déni, c'est un autre problème. Donc, je mettrai sous cette vidéo tous des liens vers mes groupes Telegram. Telegram, vous pouvez télécharger l'application pour smartphone sur le Play Store, mais aussi le Telegram pour PC sur le bureau. Et donc c'est pratique parce que vous n'êtes pas toujours sur votre téléphone. Quand vous êtes sur votre PC, vous pouvez aussi avoir votre Telegram ouvert avec tous vos groupes, vos contacts. C'est très pratique, donc vous pouvez avoir les deux. Et Telegram, c'est le mieux organisé, c'est le plus simple. J'ai tout regardé, Signal, Discord, machin, etc. Telegram, c'est le plus fluide. Donc moi, je vous invite, pour ceux qui veulent, rester en contact avec moi, à vous abonner à chacun de ces groupes,
Il y a un groupe, qui n'est pas interactif, qui est juste pour les news, les flash news. Il y a un groupe de trading, pour ceux que ça intéresse, le monde des actions, des investissements, etc. Et il y a un groupe de discussion, d'entraide, de conseils, etc. Je mettrai tout en dessous, et en commentaire, et en dessous. À nouveau, à vous de le propager, de le faire savoir. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas être tout le temps là, je fais ce que je peux. Et voilà, préparons-nous. On ne va pas attendre de nouveau d'être tous censurés, bannis de tous les grands sites pour s'organiser. Sinon, on subit. C'est toujours la même chose. On subit et on disparaît. Comme Soral, on n'entend plus parler, c'est terminé, il n'existe plus. Parce qu'il n'a pas pris les devants, parce qu'il ne s'est pas organisé. Et donc, il lui reste sa fanbase de départ et sa voix ne porte plus. Voilà. Donc, se préparer, anticiper, ne pas être dans le déni et ne pas perdre la tête quand les choses tournent mal, ça ne sert à rien, c'est trop tard. Là, il faut mourir dignement et calmement parce qu'il n'y a plus rien à faire. Ça ne sert à rien de faire des bêtises, de se fâcher, de tirer dans tous les sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Comme ça, c'est dit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé pour les nouvelles pas spécialement sympathiques. Mais voilà, c'est mon devoir. Après, à vous de réfléchir, de faire vos recherches et de prendre les décisions les plus raisonnables, les plus réalistes et pragmatiques possibles. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.